en Afrique de l'Ouest. Un travail que j'ai réalisé l'année dernière, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette année j'ai travaillé sur le fœtus au Cambodge. Donc je vais commencer par vous donner quelques chiffres sur la fécondité au Cambodge, puis je vais vous présenter ma recherche actuelle. Donc là je suis encore dans le terrain, donc je n'ai pas encore analysé les données, donc je ne peux pas vous donner beaucoup de résultats, je vais vous en donner quelques-uns quand même, mais je vais surtout vous présenter ce soir le cadre de ma recherche, ainsi que mes questions de recherche. Vous m'entendez? Ça va? Parce que le son n'est pas... Alors, tout d'abord, mon parcours professionnel. J'ai commencé par des études de psychologie qui m'ont permis d'obtenir une licence. Puis j'ai fait des études de sage-femme et je suis donc sage-femme depuis 2005. Il faut savoir qu'en France, le métier de sage-femme, c'est un métier un peu à part par rapport aux autres pays, puisque nous sommes une profession médicale et nous avons beaucoup de responsabilités par cela. Il faut savoir que le Code de la santé publique a été modifié en 2009, nous donnant encore plus de responsabilités. Et je cite, depuis 2009, l'exercice de la profession de sage-femme peut comporter la réalisation de consultations et de contraception et de suivi gynécologique de prévention. Donc à ce titre-là, en plus de s'occuper de la femme enceinte, la sage-femme peut suivre les femmes d'un point de vue gynécologique, les femmes en bonne santé. On peut prescrire tous les contraceptifs et les poser. Donc, ça veut dire qu'on peut poser les implants, on peut poser les stérilés, etc. Moi, depuis 2005, j'ai travaillé à l'hôpital, près de Paris, et donc j'ai surtout travaillé en salle de naissance et en consultation prénatale. J'ai passé il y a 2 ans un DIU, donc diplôme interuniversitaire de régulation des naissances. Donc j'ai une spécialité en contraception, IVG et risques liés à la sexualité. Donc de façon parallèle à ce parcours de sage-femme, j'ai découvert l'Afrique en 2004 et cette découverte a pas mal changé ma vie et vous allez voir que c'est entre autres aussi pour ça que je suis ici. Donc en 2004, j'ai effectué un stage de 2 mois à Bobo Dioulasso au Burkina Faso et j'ai travaillé en salle de naissance en tant que sage-femme. Cette expérience a été très riche et fabuleuse pour moi. Et au cours de ce séjour, j'ai rencontré 2 instituteurs burkinabés, Gildas et Cam, dans le nord du pays. Ils avaient mis en place une association au sens non administratif du terme pour lutter contre l'excision et le mariage forcé. Et pour cela, ils avaient décidé d'utiliser des petits moyens afin de permettre aux enfants d'accéder à l'école. Ils m'ont demandé de chercher en France des personnes qui pourraient les soutenir moralement et financièrement. De retour à Paris et suite à de longues discussions avec des amis, nous avons décidé de les aider et nous avons fondé une association. L'association Timbo a été créée en octobre 2005. Donc Timbo, en burkinabé, ça veut dire rêve. Donc cette association a pour objet le soutien de 2 instituteurs burkinabés dans leur lutte donc contre l'excision et le mariage forcé à travers l'éducation et le théâtre, à Ouaïbouya, dans le nord du Burkina Faso. Tous les ans, des membres actifs se déplacent pour distribuer les fournitures scolaires aux 750 élèves que nous soutenons et nous essayons ainsi d'améliorer le quotidien scolaire afin d'augmenter le taux d'alphabétisation dans les 3 villages que nous aidons. Et nous sommes persuadés que l'une des seules façons de lutter contre ces 2 fléaux est d'éduquer la population. Et nous espérons que les enfants que nous éduquons ou que nous aidons dans leur éducation aujourd'hui seront les pionniers pour changer ces traditions et eux-mêmes n'exciseront pas leurs futurs enfants. Donc, je suis présidente de cette association à titre bénévole depuis 7 ans. Et avec le temps et l'expérience, ma vision des choses a beaucoup changé. Alors qu'en 2005, je fonçais droit devant moi, sans me poser trop de questions, depuis 2-3 ans, j'ai été face à un questionnement permanent. Donc j'avais beaucoup de questions, certaines auxquelles j'ai répondu aujourd'hui, d'autres auxquelles j'ai toujours pas répondu. Et parmi ces questions, par exemple, je me demandais, est-ce que notre action est légitime ? Est-ce que notre aide est réellement un plus pour ceux que nous voulons aider ? Ou est-ce que nous les enfermons un peu plus dans une dépendance aux aides extérieures ? Est-ce qu'on peut travailler seul sans l'appui d'autorités locales ? Ou est-ce qu'on ne doit pas plutôt se regrouper en plus grosses structures, plus professionnalisées ? Le Burkina Faso, l'un des pays qui compte le plus d'ONG au monde, est-il un modèle en termes de développement ? Les questions que je me suis posées au niveau local, donc au niveau burkinabé, se sont transformées en un questionnement plus général sur la notion d'aide et de développement. Et durant 2 ans, j'ai vraiment essayé de trouver des réponses à ces questions à travers des rencontres, des lectures, des voyages.
Puis j'ai été convaincue que la seule façon de trouver une vraie réponse à ces questions serait d'avoir une réelle formation à part entière. Et donc après une longue réflexion, j'ai repris mes études l'année passée afin de mettre mes compétences médicales au service des femmes vivant dans les pays du Sud. Et je suis actuellement en Master 2 d'expertise en population et développement à l'Université René Descartes de Paris. Les matières qui y sont enseignées y sont multiples, avec une forte tendance en démographie et anthropologie, nous permettant d'aborder les sujets de recherche avec une approche mixte, quantitative et qualitative. Alors, je vais maintenant vous présenter le travail que j'ai mené l'année dernière de façon succincte, puisque j'ai travaillé sur la notion de fœtus en Afrique de l'Ouest auprès de femmes migrantes, donc c'était des femmes issues du Burkina, du Bénin et du Mali installées en Île-de-France. Et avec le terme notion de fœtus, j'ai voulu savoir comment les femmes africaines se représentaient le fœtus. Est-ce qu'elles considèrent le fœtus comme une personne à part entière, comme un être en devenir, ou juste comme un amas de cellules? Et je me suis demandé quelles normes pesaient sur les femmes dans cette représentation, c'est-à-dire qu'est-ce qui les influençait dans cette représentation. Et j'ai identifié 3 principales normes qui sont la religion, la culture et l'éducation. Et à travers ces 3 normes, j'ai déconstruit cette notion de fœtus. La recherche conduite en Master 1 donc l'année dernière m'a donc amené à réfléchir sur la notion de personne ainsi que sur la notion de fœtus. Bon, il est ressorti des entretiens semi-dirigés au cours de cette recherche que le fœtus devient une personne en antépartum, donc avant l'accouchement, et au cours du 3e mois. Cependant, ma réflexion sur la notion de fœtus et sur les différentes normes qui pèsent sur les femmes m'a permis de conclure que les femmes africaines investissent très peu le fœtus pendant leur grossesse et que celui-ci a une place limitée dans la société. Enfin, la bibliographie étudiée m'avait permis de considérer le fœtus et le nouveau-né dans un continuum dont la naissance ne représentait pas une césure, mais il y avait plutôt un passage progressif entre la conception et le sevrage, où le fœtus passe du statut de fœtus à celui de personne à part entière. Ces différentes considérations, loin d'être contradictoires, se complètent et m'ont amené à insister sur le caractère graduel des notions de fœtus et de personne en Afrique. Alors qu'en Occident, la grossesse est surinvestie dès les premiers mois, voire dès les premières semaines, et de façon brusque, en Afrique occidentale, on assiste plutôt à un glissement progressif de ces différents stades. Donc ce phénomène est instantané en Occident, et en Afrique, il est plutôt étalé sur une longue période, 9 mois de grossesse et plusieurs mois d'allaitement maternel, au terme duquel l'enfant possède alors vraiment son statut de personne. J'ai voulu prolonger ce travail qui m'a vraiment captivée, et cette recherche l'année dernière m'a convaincue que le sujet du fœtus était une merveilleuse porte d'entrée pour découvrir une société. La notion de fœtus semble encore peu explorée aujourd'hui en anthropologie, et elle peut constituer une piste originale pour toucher au sujet de la contraception, de l'avortement et plus largement à la mortalité maternelle. J'avais utilisé l'outil du dessin qui m'a passionnée et je l'ai utilisé de façon plus approfondie dans mon travail cette année, je vais vous en reparler. Et j'ai donc envisagé, au terme de cette étude, d'envisager aujourd'hui d'étudier la notion de fœtus chez les femmes d'Asie du Sud-Est et plus particulièrement chez les femmes cambodgiennes. Leur culture, leur système de croyance, le fonctionnement de leur société est tellement différent qu'il a fait l'objet d'une nouvelle recherche à part entière. Alors, puisque je vais vous parler du fœtus, vous vous doutez que je vais vous parler de la fécondité, donc je vais commencer par quelques chiffres sur la fécondité aujourd'hui au Cambodge. La population cambodgienne, au dernier recensement de 2008, comptait 13,4 millions de personnes et aujourd'hui on est à plus de 14 millions de personnes. C'est une population qui est majoritairement urbaine, puisque plus de 80% de la population vit en zone rurale, et il n'y a que 19,5% de la population qui vit en zone urbaine. C'est une population plutôt rurale. On peut voir sur ce graphique que les femmes sont surreprésentées au Cambodge par rapport aux hommes. Vous voyez qu'en 1962, il y avait autant d'hommes que de femmes, et qu'aux 2 derniers recensements, donc en 1998 et en 2008, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes.
Cela est dû surtout à la surmortalité masculine de les années 70. Le pourcentage de ménages dont la femme est le chef de ménage est de plus de 25%. Donc la surmortalité masculine entre 1975 et 1979, notamment des hommes jeunes, plus exposés que les femmes aux dénonciations, aux exécutions, et étant aussi des combattants actifs, explique qu'un quart des ménages soit aujourd'hui représenté par des femmes. On compte donc aujourd'hui un demi-million de femmes en surnombre au Cambodge, et la structure matrimoniale en ressort affectée, et beaucoup de responsabilités reposent sur les épaules des veuves. Au recensement de 98, 17% des femmes de 28 ans et plus sont veuves, et au recensement de 2008, plus de 8% de la population globale des femmes sont veuves. Donc la responsabilité qui pèse sur les veuves est une des caractéristiques du contexte dans lequel le Cambodge aborde l'ère de la mondialisation. Par rapport au sexe ratio à la naissance. Donc le sexe ratio à la naissance, c'est le nombre de petits garçons qui naissent sur le nombre de petites filles. Et d'un point de vue biologique et naturel, quand l'homme ne touche pas à ce sexe ratio, il est de 105%. Parce que vous savez qu'il y a plus de petits garçons qui naissent que de filles, mais il y a une surmortalité masculine infantile qui fait qu'au final, on est à peu près à 100, quoi. Donc, contrairement à son voisin le Vietnam, le sexe ratio à la naissance est équilibré au Cambodge. En effet, depuis 2008, quelques études scientifiques montrent qu'avec l'accès aux nouvelles technologies, notamment aux échographies, les Vietnamiens commencent à pratiquer des avortements sexo-sélectifs. Le Vietnam a une forte préférence pour les garçons, sous l'influence du confucianisme chinois. Et il y a certaines régions au Vietnam où le sexe ratio à la naissance atteint 120-125%. Donc a priori, ce phénomène ne touche pas le Cambodge où la culture est très différente. Par rapport à la proportion de la population par tranche d'âge, les enfants de 0 à 14 ans représentent 33% de la population et le groupe d'âge productif entre 15 et 64 ans est de 62%. Donc la population du Cambodge est une population jeune dont la majorité des personnes sont à un âge actif. Pour l'espérance de vie, elle est de 60,5 ans pour les hommes et de 64,3 ans pour les femmes, ce qui est quand même une espérance de vie assez jeune. Alors, voici la pyramide des âges du Cambodge, qui a 4 caractéristiques majeures. Premièrement, on voit que la pyramide des âges de 2010 est très déformée, et elle est caractérisée en particulier par un fort déficit d'hommes par rapport aux femmes à l'âge adulte, comme nous venons de le voir. Ensuite, numéro 2, on voit que la rupture engendrée par le régime des Khmers rouges des années 75 à 79 apparaît très clairement, et cette rupture traduit non seulement l'accroissement considérable de la mortalité, plus de 25% de la population étant décédée pendant ces 5 années, mais aussi une baisse brutale de la fécondité à ce moment-là qui s'est réduite alors d'un tiers. Troisièmement, on voit que cette période tragique a été suivie d'un rebond presque tout aussi spectaculaire, avec une reprise rapide de la fécondité après la chute du régime des Khmers rouges. Fécondité qui s'est alors établie à un niveau supérieur à celui qui précédait les Khmers rouges, autour de 7 enfants par femme, et qui s'est prolongée pendant une bonne décennie. Il y a donc eu un réel rattrapage de natalité après les années noires. Enfin, on voit que le nombre d'enfants en bas âge montre une diminution de la fécondité récente qui correspond en fait à la génération peu nombreuse née au moment des Khmers rouges qui a elle-même des enfants aujourd'hui. Donc puisqu'ils sont moins nombreux, ils ont moins d'enfants, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent forcément en avoir moins. L'indice synthétique de fécondité qui traduit la fécondité au Cambodge. Donc vous pouvez voir qu'entre les deux recensements de 98 et de 2008, l'ISF a fortement chuté au Cambodge, puisqu'il est aujourd'hui de 3,1 au niveau national, alors qu'il était de 5,3 en 98. Donc ce tableau montre bien le fort déclin de la fécondité en 10 ans au Cambodge, ainsi que la différence entre milieu urbain et milieu rural, où la fécondité est en moyenne plus élevée d'un enfant par femme par rapport à la ville. L'ISF
traduit la fécondité du moment. Donc c'est vraiment une approche transversale qui est très sensible à la conjoncture, avec de fortes fluctuations, ce qui peut expliquer une variation de 2 enfants par femme en 10 ans. D'autres statistiques montrent que les femmes éduquées ont une fécondité inférieure aux femmes analphabètes ou faiblement éduquées. L'ISF des femmes ayant été scolarisées jusqu'au collège est 2 fois inférieur à celui des femmes analphabètes. Alors, je voulais juste vous montrer ce graphique que je trouve intéressant. Donc, c'est la transition démographique du Cambodge. Vous voyez la courbe du haut qui représente la natalité et en dessous la mortalité. Vous voyez que dans les années 1950, la mortalité avait commencé à diminuer, puis a augmenté de façon spectaculaire au moment de la guerre civile en 70, puis de l'arrivée des Khmers rouges. Et de façon concomitante, la natalité qui avait commencé à diminuer a continué à diminuer pendant les guerres. Suite à cela, fin des années 70, on voit la mortalité qui baisse très nettement, et là vous voyez vraiment l'effet du baby boom avec la natalité qui a augmenté de façon très importante, puis qui a diminué progressivement. Donc quelques mots sur la mortalité maternelle. Il faut savoir que la mortalité maternelle, c'est pas facile d'avoir des chiffres fiables et que les chiffres diffèrent de façon importante selon les sources. Selon le recensement de 2008, la mortalité maternelle au Cambodge est de 461 morts maternelles pour 100 000 naissances. Donc, d'après ce chiffre, en 2008, 804 femmes sont mortes au Cambodge en donnant la vie à leur enfant. Donc, comme je vous l'ai dit, les chiffres diffèrent selon les sources, puisque pour l'OMS, le taux de mortalité maternelle à la même période, ce serait de 290. Mais quoi qu'il arrive, ces chiffres de toute façon sont mauvais, puisque vous voyez que la moyenne mondiale est de 260 pour 100 000, et la moyenne régionale en Asie du Sud-Est est de 51 pour 100 000. Donc, voilà. Qui chute encore, qui montre encore, qui sont plus proches de l'OMS que du recensement national. C'est plus proche de 290, c'est plus dans les 200. Ouais. Donc ce taux de mortalité maternelle, quoi qu'il arrive, a chuté de 58% entre 90 et 2008, donc ce qui est très bien. Mais aujourd'hui, il y a encore des facteurs socio-culturels et économiques qui continuent à empêcher les femmes d'avoir l'accès voulu aux soins de santé. La gratuité des soins au profit des populations pauvres a été mise à l'essai et progressivement étendue, comme j'ai pu le constater à l'hôpital Calmette, où quelques personnes ne payent pas quand ils sont considérés comme indigents. Le plan 2008 pour la santé publique accorde la priorité à la santé maternelle, mais le pays manque cruellement de professionnels de la santé et ne forme pas assez de diplômés. Et à titre d'exemple, le nombre de sages-femmes pour 1000 naissances était de 6 en 2009. Pardon ? Je crois qu'on est autour de 200. Bon, au-delà des chiffres, il faut insister sur le fait que les grossesses sont quand même très peu suivies aujourd'hui encore au Cambodge et que très peu d'accouchements sont médicalisés. Pourtant, de gros progrès ont eu lieu. Donc, sur ce graphique, vous voyez que la différence entre 2000 et 2010. Vous pouvez voir qu'en 2000, il y avait moins de 50% des femmes qui avaient au moins une consultation prénatale. Donc là, je ne parle pas de consultation tous les mois, je parle juste d'une consultation prénatale. En 2010, donc il y a eu des gros progrès, plus de 90% des femmes ont une consultation prénatale. Et de la même façon, il y a eu des gros progrès par rapport aux accouchements, puisqu'en 2000, 90% des femmes accouchaient à domicile, et qu'en 2010, 50% des femmes accouchent à domicile. Il y a eu de gros progrès, mais ça veut dire qu'aujourd'hui au Cambodge, il y a toujours une femme sur 2 qui accouche chez elle. Alors, je vais vous présenter maintenant mon cadre de recherche. Donc, je suis au Cambodge depuis début janvier, je suis là jusqu'à mi-avril. C'est mon premier déplacement au Cambodge, donc j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, mais je n'ai pas la prétention d'avoir une connaissance exhaustive du pays ni de la population. Pour mener à bien cette recherche, je travaille sur 2 terrains. Premier terrain, l'hôpital Calmette, où je suis 2 jours par semaine. J'y suis accueillie en tant que sage-femme, ce qui me permet de pratiquer cliniquement et d'aborder ce terrain avec une observation participante.
Donc, j'ai travaillé au sein de différents services, consultation prénatale, consultation gynécologique, consultation pédiatrique, planning familial, salle de naissance, bloc opératoire avec des césariennes, suite de couches et néonatologie. Mon deuxième terrain de recherche est l'ONG Toutes à l'école. L'ONG m'accueille au sein de son école à Pishandara, dans le village de Prekmei, à une quinzaine de kilomètres au sud de Phnom Penh. J'y ai mis en place 2 projets avec l'aide du personnel de TAE, Toutes à l'école, qui est déjà présent. Donc, un premier projet avec des fillettes d'une classe de 7e, enfin équivalent de niveau de 7e Khmer. Ce sont des adolescentes qui ont entre 13 et 17 ans. Et donc, j'ai mis en place ce projet avec Gaëlle. Donc, par demi-groupe, j'ai mis en place des espaces de dialogue avec les jeunes filles sur leur propre naissance, sur la naissance de leurs frères et sœurs, à laquelle elles ont parfois assisté. On a parlé des thèmes de la grossesse et de l'accouchement qui ont été abordés avec une mise en parallèle de l'évolution de la mère et du fœtus au cours de la grossesse. On a parlé des différentes cultures, de la façon d'être une femme enceinte et d'accoucher dans différents pays. Et une porte a été ouverte avec les fillettes qui entrent dans l'adolescence et qui se posent beaucoup de questions autour de la santé reproductive, comme toutes les jeunes filles du monde. Ce projet m'a permis de tester les jeunes filles sur les questions de genre, sur la représentation de leur famille, du corps, de la grossesse, ainsi que sur les violences domestiques, la contraception et l'avortement. J'ai procédé avec des questionnaires en bande dessinée afin de supprimer l'obstacle de la langue, même si elles ont toutes un très bon niveau d'anglais. Je les ai aussi fait dessiner pour travailler sur ces différentes représentations et je vous montrerai plus tard, je les ai fait dessiner aussi sur le fœtus. Le deuxième projet mené au sein de Toutes à l'école a été un projet de sensibilisation des familles de Happy Chandara sur les relations de genre, les violences domestiques et la contraception. Donc j'ai mené des sessions de sensibilisation et d'information tout au long du mois de mars dans 4 villages avec Sophia Eng, assistante sociale, selon une démarche participative. Des focus groups ont été constitués avec l'aide du chef de village, permettant de former des groupes de 16 adultes, avec à chaque fois 8 hommes, 8 femmes, toutes ayant des filles scolarisées à Happy Chandara. J'ai pu communiquer avec les villageois grâce à l'aide de Tara, traductrice à Toutes à l'école. Les villageois se sont montrés très ouverts à la communication et au dialogue. Aucune ONG n'avait jamais agi dans ces villages sur les thèmes abordés. Les villageois ont parlé librement des difficultés dans leurs relations de couple et des conséquences néfastes de la violence. Lors de la session sur la contraception, ils étaient très demandeurs d'informations. Ces focus group ont été exploratoires pour ma recherche. J'y ai testé les dynamiques de groupe et j'ai pu voir sur quel sujet les villageois étaient plus réactifs ou plus demandeurs que d'autres. D'un point de vue méthodologique, j'ai donc aussi mené une observation participante parmi ces sessions de sensibilisation. Enfin, j'ai mené des entretiens individuels, semi-dirigés, enregistrés. Un support papier m'a permis de noter les questions clés à ne pas oublier, mais le dialogue avec les personnes que j'enregistrais était libre et ouvert. Les questions principales concernaient le fœtus, le bouddhisme, les traditions pendant la grossesse et l'accouchement, mais aussi les rapports hommes-femmes au Cambodge, les violences domestiques, la contraception et l'avortement. Les entretiens ont lieu en français, en anglais ou en khmer, toujours grâce à l'aide de Tara. La population ciblée était hétérogène afin de tester différents groupes et d'obtenir des informations complémentaires. J'ai ainsi interrogé des femmes en milieu rural, des femmes et des hommes en milieu urbain, des médecins, des sages-femmes et des bonzes. Je vais maintenant vous présenter les questions de recherche, donc les questions que je me suis posées pour cette recherche. Donc ma question principale que vous connaissez, c'était est-ce que le fœtus a une place dans la société cambodgienne? Et j'ai déconstruit cette question à travers 3 volets. Est-ce que le fœtus a une place au sein de l'État? Est-ce que le fœtus a une place au sein de la religion? Est-ce que le fœtus a une place au sein de la culture? Donc, en préambule, je voulais vous dire que je me situe dans l'esprit d'un ethnologue qui cherche à comprendre une population et sa culture afin de faire le pont entre les différentes cultures. Donc comme je vous l'ai dit, mes résultats ne sont pas encore analysés, donc je vais vous donner des pistes de résultats, mais ce n'est pas définitif. Par rapport aux considérations linguistiques,
quand je parle de fœtus, je considère tout ce qui est in utero. Donc je ne fais pas de différence entre embryon, fœtus, voilà, c'est pas un cours de médecine. Tout ce que je considère in utero, je le place sous le mot fœtus. M'intéressant au fœtus, l'avortement a bien sûr été abordé et considéré dans la santé de la reproduction, et donc j'ai élargi le thème systématiquement à la contraception. Il n'y a aucun jugement de ma part. Ce sont des thèmes sensibles que j'aborde, le fœtus, l'avortement, et je m'efforce vraiment de conserver une neutralité axiologique. Donc quand je dis le fœtus a une place ou le fœtus n'a pas de place, pour moi, il n'y a aucun jugement de valeur. Et j'ai fait le choix ce soir de vous citer des témoignages lors d'entretiens que j'ai eus avec des femmes ou des hommes, des enquêtés, plutôt que de vous citer des textes, des auteurs et des ouvrages. J'ai trouvé ça plus vivant. Alors, première question. Est-ce que le fœtus a une place au niveau de l'État? Donc il y a une première question directe. Est-ce que le fœtus a une place au niveau de la loi cambodgienne? Et une deuxième question indirecte. Est-ce que le fœtus a une place au sein de l'Institut de l'hôpital Calmette, qui est un hôpital d'État? Donc je savais que c'était un hôpital d'État, mais j'ai appris au fur et à mesure qu'il avait vraiment un fort lien avec l'État et avec le gouvernement. Je ne pensais pas que c'était aussi fort. Par exemple, les médecins de l'hôpital Calmette doivent partir le week-end dans les campagnes pour soigner la population et faire ainsi de la propagande pour le parti de Hun Sen et pour les élections qui auront lieu en juillet prochain. Donc, j'ai considéré le fœtus comme issu d'une reproduction biologique, mais aussi comme issu d'une reproduction sociale, une filiation. Alors, tout d'abord, la famille Khmer. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a un modèle véhiculé par l'État? Est-ce qu'il y a une politique de restriction des naissances, ou est-ce qu'au contraire, il y a une incitation à la famille nombreuse? D'après mon idée, d'après tous les posters que j'ai vus édités par l'État, j'ai l'impression que le modèle de la famille Khmer véhiculée est celle d'un couple avec 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Donc, autre exemple, si vous allez à Kiev, vous verrez, il y a un rond-point où il y a une femme comme ça avec ses 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Ce point, le fait d'avoir 2 enfants et de sexes différents, ressort vraiment de façon systématique dans tous les entretiens que j'ai menés. Je demandais systématiquement aux enquêtés, est-ce que les Cambodgiens préfèrent avoir des garçons ou des filles? Et on me répondait systématiquement, les deux. Je me suis posé cette question de sexe suite à une étude que j'avais faite sur la discrimination sexuelle prénatale au Vietnam, dont je vous ai parlé. Et pour cela, j'ai aussi relevé de façon systématique à l'hôpital Calmette pendant 3 mois le nombre de naissances de filles et le nombre de naissances de garçons. Et a priori, aujourd'hui, je peux vous confirmer que le sexe ratio est à peu près équilibré au Cambodge. Alors certes, ce que j'ai étudié, c'est au niveau de l'hôpital Calmette, mais quand il y a des sex ratios déséquilibrés dans un pays, c'est surtout dans les capitales et surtout en milieu urbain. Donc a priori, si ce n'est pas déséquilibré à Phnom Penh, à Calmette, c'est que ça ne devrait pas l'être au niveau national. Ensuite, l'état civil. Est-ce qu'il y aurait un acte de naissance donné lors d'un accouchement? Eh bien oui, pour les femmes qui accouchent à l'hôpital, bien sûr, il y a un certificat de naissance qui est donné à chaque femme en 2 exemplaires. Un pour faire enregistrer son enfant auprès du chef de commune, l'autre à garder pour le donner à son travail ou autre. Alors je me suis posé la question d'une mort fétale in utero. Est-ce que quand le bébé meurt dans le ventre, on va quand même donner un certificat parce que ça serait une forme de reconnaissance du fœtus ou non? Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de cette loi en 2008 qui est passée, qui a fait pas mal de bruit, qui fait qu'aujourd'hui en France, un couple peut inscrire dans son livret de famille son fœtus décédé, quel que soit le terme et quel que soit le poids. Alors qu'avant en France, c'était à partir de 22 semaines. Aujourd'hui, quel que soit le terme et le poids, on peut l'inscrire dans son livret de famille. Alors à l'hôpital Calmette, les femmes sont prises en charge dans le service de maternité à partir de 26 semaines d'aménorrhée. Et avant 26 semaines d'aménorrhée, c'est en gynécologie. Et lors d'une mort fétale in utero, eh bien oui, un document est donné aux femmes, un certificat d'enfant né sans vie. Donc c'est une forme de place, une forme de reconnaissance du fœtus. Je me suis posé aussi la question du devenir du corps en cas de mort fétale in utero. Et donc là, les parents ont le choix. Soit ils le prennent avec eux et je vous dirai ce qu'ils en font au moment où j'aborderai la culture, soit ils le laissent à l'hôpital et à ce moment-là, le corps est incinéré. Les consultations prénatales. Alors, à l'hôpital Calmette, la première consultation prénatale coûte 1,30 $ à la famille. Puis il y a un tarif qui est dégressif pour aller jusqu'à 0,50
centimes, enfin 0,50 $, pour la 5e consultation et plus. Et donc là, il y a vraiment quand même une politique mise en place d'incitation au suivi prénatal des femmes enceintes, et ces consultations protègent la mère et le fœtus. Je me suis posé la question aussi des interdits transmis par le professionnel médical. Les consultations prénatales et les soins pendant la grossesse posent la question de qui veut-on protéger ? Est-ce qu'on veut protéger la mère et ou le fœtus ? En France, j'ai coutume de parler de terrorisme autour de la femme enceinte avec des interdits aujourd'hui qui sont énormes et des normes de bonne conduite qui sont indénombrables. Le fœtus aujourd'hui en France a été vraiment projeté comme patient et comme personne à part entière, d'où une pression énorme de la société sur la femme enceinte et relayée aujourd'hui de façon très importante par le personnel de santé. On peut imaginer un jour qu'un enfant va faire un procès contre sa mère parce qu'elle aurait fumé ou bu pendant la naissance ou même mangé des sushis. Donc ici, en tout cas à l'hôpital Calmette où j'étais, le personnel médical est étatique, d'où mon interrogation sur les interdits. Donc je n'ai pas pu entendre tous les conseils puisque je ne parle pas le khmer, mais le médecin et la sage-femme donnent vraiment de nombreux conseils à la patiente, notamment alimentaires, une bonne alimentation étant indispensable au bien-être maternel et fœtal. De plus, les bruits du cœur fétaux, sont écoutés de façon systématique en consultation prénatale, alors que pendant l'accouchement, très peu de monitoring sont faits pour écouter le fœtus, alors que pourtant il y a des monitorings dans les pièces. La contraception est gratuite à l'hôpital Calmette. Donc le premier jour où je suis arrivée, on m'a expliqué que c'était gratuit, que c'était distribué aux femmes, on m'a montré plein de plaquettes de pilules, des stérilés. Mais concrètement, en une dizaine de vacations auxquelles j'ai assisté, je n'ai jamais vu une seule pilule donnée gratuitement à une femme, ni aucun stérilet posé à une femme. Donc on donne fréquemment des conseils aux femmes, où on leur explique la méthode naturelle, où on leur dit de revenir. Voilà. Et en plus, les femmes doivent payer 3,50 $ pour leur consultation avec le gynéco, ou soi-disant on leur donnera la contraception gratuitement par la suite. Mais donc concrètement, ça leur coûte quand même de l'argent. Et il faut savoir qu'au Cambodge, la contraception est distribuée, est en libre accès à la pharmacie où les femmes peuvent acheter des pilules. Concernant l'avortement est autorisé par la loi cambodgienne depuis 1997 jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée. Il est pratiqué, mais en tout cas peu à l'hôpital Calmette où j'étais, où il y en a environ une dizaine par mois. Il faut savoir que les prix sont très chers, donc il y a une forte barrière financière, puisqu'il coûte avant 6 semaines d'aménorrhée, donc avant 4 semaines de grossesse, donc encore faut-il pouvoir avoir su qu'on était enceinte avant 4 semaines de grossesse, 30 $. Entre 6 et 8 semaines d'aménorrhée, 45 $. Et entre 8 et 12 semaines d'aménorrhée, donc là où c'est quand même le plus fréquent, 90 $, ce qui est vraiment très cher pour une Cambodgienne. Il y a aussi une barrière culturelle qui est importante, puisqu'à l'hôpital Calmette, on m'a expliqué qu'il y avait peu d'avortements, puisque les femmes ont l'impression d'être exposées, et qu'on m'a expliqué, les médecins m'ont dit que la plupart des femmes qui font des avortements aujourd'hui au Cambodge, donc à prendre avec précaution, et donc selon eux, les femmes qui avortent sont surtout des femmes qui ont des grossesses hors mariage, puisque selon eux, les grossesses hors mariage ne sont toujours pas acceptées par la société. Et donc les femmes qui souhaitent avorter vont plutôt dans des petites structures, des petites cliniques, où il y a plus d'anonymat, et elles viennent plutôt pour des complications à l'hôpital Calmette. Alors par contre, l'IVG médicamenteuse, notamment Medabon, je ne sais pas si vous connaissez, est en libre accès dans les pharmacies. Donc moi j'ai fait le test, je suis allée dans une pharmacie, j'ai dit je veux acheter Medabon, et donc aucun problème madame, on m'a donné 5 $. Et en plus on se pose aucune question, parce que j'ai demandé à une de mes amies de 65 ans d'aller en acheter une, pas de problème, on lui a donné tout autant. Donc une de mes hypothèses de recherche aujourd'hui sur la santé reproductive au Cambodge, c'est de dire que les femmes n'ont pas assez accès aux soins de façon formelle, mais par contre qu'elles ont trop accès aux soins de façon informelle. Et il y a un autre médecin qui m'a raconté en entretien par exemple qu'elle-même est allée acheter du Medabon pour une de ses patientes et que le pharmacien lui a dit « Non mais prenez pas Medabon, venez, moi je vais vous faire l'aspiration là dans le fond de la pharmacie ». Et donc il y a certains pharmaciens qui de façon informelle font aussi des aspirations à leur pharmacie. Voilà. Alors, le fœtus a-t-il une place au sein de la religion ? Donc je me suis concentrée sur le bouddhisme, puisqu'au recensement de 2008, 98% de la population cambodgienne était bouddhiste. Alors il y a plein de textes,
François Bizot, que vous devez connaître et qui est anthropologue à la base, a beaucoup étudié ça dans Le figuier à 5 branches. J'ai décidé de ne pas vous le présenter ce soir parce que c'est un peu lourd, mais il décrit très bien comment les textes bouddhistes expliquent la formation de l'embryon dans le corps avec la formation de l'être, et donc ça forme comme un figuier à 5 branches avec le tronc et les différents membres. Avec les bons que j'ai interrogés, ils m'ont tous dit, et d'après les textes que j'ai lus aussi, il ressort que vraiment le fœtus c'est la vie, et que la vie c'est dès la conception, donc dès le premier jour. La contraception est autorisée par le bouddhisme sans problème. Par contre, l'avortement est interdit, puisque comme vous devez le savoir, le premier précepte du bouddhisme c'est de ne pas tuer. De ne pas tuer, il est marqué tout ce qui est vivant, mais c'est aussi marqué tout ce qui est né ou à naître. Donc, il inclut le fœtus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion bouddhique, c'est pas une justice morale comme d'autres religions, où il y a des êtres suprêmes par rapport à d'autres, qui font la loi et qui disent c'est bien ou c'est pas bien, et qui vont juger les vivants, puisque le Bouddha lui-même était un homme comme les autres, et donc le bouddhisme c'est plutôt une voie de vie, une philosophie qui donne des conseils pour se diriger de la meilleure façon qui soit pour avoir le meilleur karma, mais on va pas dire que c'est vraiment interdit et on va vous juger là-dessus. Je me suis beaucoup intéressée à la question de la réincarnation. En fait, je me suis vraiment interrogée pour savoir à quel moment est-ce que l'âme arrive chez le fœtus, puisque par exemple dans la religion musulmane, certaines branches de l'islam disent que l'âme est insufflée au 49e jour, et que c'est pour ça que l'avortement dans certaines branches de l'islam est autorisé jusqu'au 49e jour, mais pas après. Moi vraiment j'ai voulu savoir à quel moment est-ce que l'âme arrivait dans le fœtus, au moment de la conception, plus tard, ou au moment de la naissance. Et en fait je me suis trompée, puisque c'est pas comme ça que ça se passe. En fait on parle de renaissance et pas de réincarnation, et le plus simple c'est de vous citer un bonze que j'ai rencontré. Donc il me dit, il y a renaissance, renaître ou renaître. On ne parle pas de réincarnation de l'âme, ça c'est le brahmanisme. Le bouddhisme c'est la renaissance. Quand il y a volonté de vivre, d'exister encore, la vie continue, même après la mort du corps. La vie continue, elle peut avoir la continuité s'il y a toujours le karma qui existe encore et qui produit la renaissance. La vie continue sous d'autres aspects. Et c'est l'énergie karmique qui détermine la nouvelle renaissance, dans une destinée, dans un corps humain ou animal, et il y a plusieurs niveaux selon le karma. Donc là j'insiste, je lui redemande, mais à quel moment l'âme vient-elle? Dès le début, dans l'embryon, le fœtus? C'est très divers. On dit qu'il n'y a même pas d'interruption totale, il y a continuité de l'existence sous diverses formes. On ne peut pas comprendre ça intellectuellement, c'est quelque chose de très subtil tout ça, ça ne peut pas être compris seulement par l'intellect. Lors des entretiens que j'ai menés auprès des femmes dans les villages, j'ai eu vraiment beaucoup de témoignages de renaissance. Donc, notamment une femme qui me raconte que son mari, donc une femme âgée de 65 ans, qui me raconte que son mari s'est réincarné dans sa petite fille, Maria. Je dis, ah bon, et oui, comment elle le sait? Elle le sait grâce au rêve. C'était à l'âge de 4 ans. La petite fille Maria appelle son papa Porn. C'est son prénom, au lieu de l'appeler papa. Et le papa de Porn l'appelait Porn. Donc la famille s'est dit, ah, mais en fait c'est donc son papa et c'est pas Maria. Et en plus, dans la vie précédente, elle avait planté un manguier dans le jardin et elle l'a montré. Et troisièmement, elle a des gestes d'homme. Elle s'habille toujours comme un homme, tout est reconnu chez elle comme un homme. Je demande, ah bon, mais c'est votre mari qui avait planté le manguier? Oui, c'est ça. Et elle est venue derrière la maison et elle a montré en disant, voilà, ce sont les manguiers que j'ai plantés. Il y a certaines personnes même qui, de leur vivant, se souviennent de leur vie antérieure et qui me la racontaient. Par exemple, une autre femme à qui je demande, est-ce que vous croyez en la réincarnation de l'âme? Oui, bien sûr. Et donc là, elle nous raconte qu'elle, avant, c'était une femme qui est morte noyée. Elle a tout raconté à sa maman. Et comme sa maman, donc sa maman de la vie actuelle, ne voulait pas qu'elle mélange sa vie actuelle avec sa vie antérieure, elle lui a donné à manger des œufs de canard et des œufs de poule.
Car on croit que quand tu manges des œufs de canard ou de poule de façon très importante, tu peux oublier de la vie précédente. Et elle avait quel âge, je demande, quand elle a raconté sa vie précédente? C'était à l'âge de 21 ans. Elle avait son papa chinois et sa maman qui était khmer dans sa vie précédente. Et elle avait 2 frères. Sa maman précédente lui a tout raconté quand elle avait 21 ans, puisque quand je rencontre cette femme, elle avait encore ses 2 mamans vivantes, vie précédente, vie actuelle. Et sa maman précédente veut la voir tout le temps et la prendre avec elle. Et c'est pourquoi sa maman actuelle lui donne des œufs de poule et de canard pour qu'elle oublie tout. Mais elle n'a pas oublié, même si elle a mangé beaucoup d'œufs. Enfin, 3e volet, le fœtus a-t-il une place dans la culture? Alors, je vais vous parler un peu de la place de la femme et de la place de l'enfant, puisque pour moi, aborder la femme et l'enfant, c'était une équation inévitable pour aborder la place du fœtus. Donc tout d'abord, la place de l'enfant. En khmer, pour parler de l'accouchement, le terme khmer, c'est la traversée du fleuve. Et l'expression montre bien que c'est un acte qui comporte des risques et qui peut être mortel. C'est une véritable épreuve que doit affronter la femme. Cette traversée est vraiment l'idée d'un rite de passage, tant pour la femme qui vient au monde que pour la mère. Pour l'enfant, c'est le passage du fœtus à l'être humain, même si cet être humain n'est pas encore totalement une personne à part entière. Et pour la femme, elle devient réellement femme et marque la fin de l'enfance. À travers l'accouchement et les rites de passage qui l'entourent, on peut assister à la fin de l'enfance pour l'un des protagonismes et au début de l'enfance pour l'autre. Après l'accouchement, et pendant 3 jours, ou 7 jours ou 9 jours selon les cas, commence la période du grillage. Cette pratique, que l'on peut observer dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, représente une sorte de temps suspendu pour la mère et pour l'enfant. Ils vivent dans une chambre dont ils ne sortent pas, isolés du reste de la société, avec un feu qui ne doit pas s'éteindre. Et ils sont soumis à des interdits. Cette pratique est toujours actuelle, et j'ai rencontré de nombreuses femmes ayant été sur le feu, comme elles disent, après leur accouchement. Donc j'interroge une première femme. Après la naissance, comment vit la femme qui a accouché? Est-ce que vous êtes restée sur le feu? Pour la première fille, non, car j'ai été dans le coma, mais pour la deuxième, oui. Ah bon? Et pourquoi est-ce que vous êtes restée sur le feu? Car j'étais en bonne santé et que je pouvais le faire. Mais à quoi ça sert? Ça sert à avoir une bonne circulation du sang. Et votre bébé était avec vous? Non, il dormait sur un autre lit, mais il était dans la même pièce. Et il était aussi dans la chaleur. Et c'est peut-être à cause de cela que ma fille est très maigre. Donc, je pense que la chaleur n'est pas bonne pour le bébé, mais elle est bonne pour moi. C'est une pièce fermée où il est difficile de respirer. C'est désagréable, mais on n'a pas le choix. Pour le bébé aussi, c'est difficile de respirer. Et à cause de mon bébé qui avait du mal à respirer, je ne suis restée que 2 jours sur le feu. Et je lui demande, mais qui pouvait entrer dans cette pièce? J'étais dans une chambre isolée, et seule ma tante et le médecin pouvaient rentrer. C'était un médecin femme qui a dit qu'elle préfère que les autres villageois n'entrent pas. Aucun homme ne pouvait entrer, même pas mon mari. Mais je ne sais pas pourquoi. Je vous donne le témoignage d'une autre femme. Je lui demande, et pourquoi est-ce qu'on a fait le feu sous le lit? Parce qu'après l'accouchement, on croit qu'on n'a pas assez à manger. On n'a pas de médicaments pour soulever l'énergie. Alors on met le feu, comme ça. Mais ça, c'est dangereux aussi, car avec moi, il y avait le bébé, et on nous a mis tous les deux comme ça. Cette femme était dans un camp de réfugiés, c'était au moment de la guerre. Et donc, au camp de réfugiés, il fait froid, comme ça. Et en plus, avant l'accouchement, on n'a pas beaucoup mangé. Donc, on met un peu de feu, comme ça, pour donner de l'énergie. Dans notre corps, il y a le feu. On est chaud déjà. Mais quand on est faible, on n'a pas de feu dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'on met le feu. Mais si on met trop, ça va pas. Il y a des gens, ils font comme le poisson fumé, et ça va pas. On a les boutons qui sortent partout. Le bébé qui était à côté, et qui était ma fille aînée, ça lui a brûlé le dos. Elle n'a pas la peau solide comme nous. Quand ma marraine, elle a vu ça, elle a sorti le bébé. Et vous, vous êtes resté combien de temps comme ça? 1 semaine. Mais vous n'êtes pas sorti pendant 1 semaine? Non, je ne suis pas sortie pendant 1 semaine. Donc ce n'est qu'après ce temps suspendu du grillage que la mère renoue avec ses habitudes et peut sortir. Et c'est à ce moment-là que le placenta est enterré. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les femmes qui accouchent à l'hôpital laissent le placenta à l'hôpital où il est incinéré.
mais par contre les femmes qui accouchent dans le village gardent le placenta et l'enterrent. Donc je demande à une femme, au Cambodge, le placenta est-il gardé et enterré? À la campagne, on met dans la terre, mais à l'hôpital, je ne sais pas, peut-être à la poubelle. À la campagne, ils creusent la terre, on met des petites branches qui piquent en bas du lit, là où on met le feu. Il faut des branches qui piquent sous le lit, car ils croient qu'il y a comme un fantôme, c'est Ap. Ap, la journée, elle est comme nous, mais la nuit, elle a enlevé le corps, elle a seulement la tête, l'estomac et les intestins, et elle va manger le placenta. Le corps, son corps à elle, reste dans sa maison. Je demande à cette femme, mais vous l'avez déjà vu, Ap? Non, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai vu qu'à la campagne, ils ont mis le placenta comme ça. Les épines, c'est pour défendre, car Ap a peur de ce qui pique, parce qu'elle vient avec l'estomac, les intestins, et qu'elle peut s'accrocher. Ensuite, la société cambodgienne, majoritairement bouddhique, croit en la renaissance, comme nous l'avons vu. Et donc, ils croient à la mère originelle de l'enfant, Mtaim Thom, qui n'était autre que la mère de cet enfant dans sa vie antérieure. Et cette femme n'arrive pas encore à se réincarner, et elle tente de récupérer son petit. C'est ainsi qu'elle va essayer de faire mourir son petit, car par maladie, et plus particulièrement par convulsion. C'est une façon fréquente d'expliquer la mortalité maternelle en zone rurale. La mère originelle peut aussi exprimer son amour par des petites actions moins dangereuses. C'est ainsi qu'on explique que les enfants rient aux anges, et souvent on dit que c'est parce que sa mère originelle s'amuse avec lui. On interprète aussi les cris aigus ou soudains des nouveau-nés comme la présence de sa mère originelle. Voici un autre témoignage. Je demande à la femme, croyez-vous en la réincarnation de l'âme? Oui et non, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais en même temps, pourquoi est-ce que certaines personnes se réincarnent dans une nouvelle vie et à 6 ou 7 ans, elles nous racontent leur vie précédente? Je lui demande, ah bon, mais vous connaissez des personnes comme ça? Oui, ma grande sœur. Ah bon, vous pouvez me raconter? Elle me raconte que quand sa maman faisait du potage, ça commençait à bouillir. Son petit frère, qui avait commencé à marcher à 2, 3 ou 4 ans, me dit-elle, quand il marche, il ne fait pas attention et il est tombé dans la marmite et il est mort. Son frère qui est mort s'est réincarné dans la famille de quelqu'un d'autre, mais sous le sexe féminin. Et vers 6 ou 7 ans, cette petite fille demande à sa maman de revoir la mère de la dame de l'autre famille. Et quand la petite fille voit la mère de l'autre famille, elle l'embrasse et elle l'appelle maman. Donc la femme lui dit, mais pourquoi tu m'appelles maman? Je ne suis pas ta maman, elle est là-bas, ta maman dans l'autre famille. Et la petite fille lui dit, si, vous êtes ma maman dans ma vie précédente. Et sa maman lui demande, ah bon, et alors combien est-ce que j'ai d'enfants? Et elle répond, 2 enfants, ce qui est exact. Et pourquoi tu es morte alors? Tu te souviens? Oui, je suis tombée dans la marmite qui a bouilli et où il y avait le potage. Et elle a montré aussi le cimetière. Je reste étonnée et je demande à la femme, mais est-ce que du coup vous êtes resté proche de cette sœur qui était votre frère avant? Oui, et en plus, elle considère ma maman comme sa maman et ma maman la considère comme sa fille. Mais il y a beaucoup de cas comme ça ici à Roseisrock, qui est un village près de Toutes à l'école. Il y avait un enfant, un garçon de 3 ans, en train de prendre sa douche près de la maison. Un serpent a tenté de s'installer autour de lui. L'enfant a attrapé le serpent par le cou. Tout le monde crie de ne pas le toucher, il le jette et le serpent l'a piqué. Du poison entre dans ses yeux et le petit enfant est mort tout de suite. L'âme ou l'esprit de ce garçon s'est réincarné dans la famille de sa cousine. Et c'est cette fille qui a demandé à voir régulièrement sa maman de la vie précédente. Et à l'âge de 8 ans, elle a raconté à tout le monde le motif de sa mort. Et cette femme me dit, vous voyez, c'est pour ça, on ne peut pas croire. On ne peut pas ne pas croire. Alors, concernant la place de la femme dans la société cambodgienne, il faut savoir que la littérature n'est pas du tout consensuelle sur ce sujet. Certains auteurs accordent une place très importante à la femme cambodgienne. En effet, il faut savoir que la société cambodgienne est traditionnellement une société matrilocale. Donc, traditionnellement, le jeune couple va s'installer dans la famille de la mère. Concernant la filiation, contrairement au Vietnam où la société est patrilinéaire, la société cambodgienne est décrite dans la littérature comme bilinéaire, voire même parfois par certains auteurs comme matrilinéaire. Effectivement, aujourd'hui, la société cambodgienne repose en grande partie sur les femmes.
Comme nous l'avons vu, de nombreux foyers sont dirigés par des femmes, souvent veuves. L'économie cambodgienne repose indéniablement aussi sur les femmes que l'on peut voir partout, dans les champs ou tenant des petits commerces. Mais j'ai pu observer aussi, concrètement, une forte domination masculine dans les villages. Les inégalités hommes-femmes ressortent unanimement lors de tous les entretiens. Les focus group menés ont souligné l'importance de violences domestiques, ainsi que conjugales et sexuelles. Sur un groupe de 8 femmes, il y en avait systématiquement 2 ou 3 qui témoignaient sur la violence domestique à laquelle elles devaient faire face quotidiennement. Mais qu'en est-il de celles qui n'avaient pas pris la parole pendant ces groupes? La violence semble très liée à la consommation d'alcool. Pour un bonze que j'ai pu interroger, cette violence est l'héritage des années passées. Je lui demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler de violence domestique au Cambodge? Oui, on parle tout le temps maintenant de violence conjugale, familiale, sous différentes formes. Ça existe. Parce que vous voyez, les gens maintenant, ils ne sont pas éduqués dans beaucoup de cas. Ils n'ont pas reçu l'éducation traditionnelle, morale, spirituelle. Ils ont aussi vécu dans la violence. Ils sont nés dans la violence. Ils ont été victimes de la violence et ils transmettent la violence sur les autres. Il faut comprendre tout ça. C'est l'héritage de la violence. Sous toutes ses formes, depuis presque un demi-siècle. Il faut du temps pour effacer et continuer. Il faut la formation dans l'éducation de base. J'interroge une autre femme dans un village. Je lui demande, pensez-vous que les hommes et les femmes ont un statut égalitaire au Cambodge? Non, c'est complètement séparé. Et ce sont les hommes qui dominent les femmes. Chez nous, il y a très peu d'hommes qui respectent bien les femmes. Et surtout les hommes pauvres qui ne comprennent pas les femmes, qui boivent beaucoup d'alcool et qui font la violence domestique. Et il y en a beaucoup de violences domestiques dans votre village? Oui, c'est moi personnellement. Au début, il n'y avait qu'une famille dans mon village, puis une autre, et aujourd'hui, maintenant, c'est moi personnellement, c'est mon mari qui me tape. Mais il vous tape souvent? Oui, tous les 2-3 mois. Mais tous les jours, je pleure à cause des injures de mon mari. Et comment est-ce que vous réagissez quand il vous tape? Je le tape moi aussi, mais comme j'ai très peur de lui, ce sont mes filles qui m'aident, ou les villageois. Donc vos filles sont au courant? Oui. Et le chef du village, il ne peut pas vous aider? J'ai déjà rapporté ces paroles au chef du village qui me donne des conseils, mais ça ne marche pas. Il n'y a que la police qui peut faire quelque chose. Et votre mari, il était à la sensibilisation qu'on a faite? Oui, c'était même lui qui tenait la banane et le préservatif. Mais je ne pouvais pas m'exprimer en présence de lui. Et surtout, il me tape surtout la nuit. Car la nuit, chacun reste dans sa maison, donc personne ne peut m'aider, donc il profite de ce moment-là pour me taper. Et je voudrais ajouter que c'est surtout quand il boit de l'alcool. Il vient à la maison, il veut avoir un rapport sexuel. Mais comme j'habite dans une petite maison avec mes filles, je ne veux pas. Surtout les filles, car si j'ai un rapport sexuel avec mon mari, les filles sont là. Et comme je refuse, alors mon mari me tape. Et moi je travaille beaucoup, je m'occupe des enfants, je fais le ménage, je cherche de l'argent, donc je suis très fatiguée. Mon mari il travaille moins, donc il mange beaucoup, il boit beaucoup, il a plus d'énergie que moi pour me taper. Cette violence semble effectivement plus marquée en milieu rural et quand les personnes ont peu d'éducation formelle. Je vous présente rapidement 2 études publiées en 2005, donc ça commence à dater, mais par l'UNIFPA, qui, lors d'un groupe, ont demandé à des femmes « Est-ce qu'il est légitime que votre mari vous batte pour différentes raisons? Par exemple, si vous sortez sans le prévenir, si vous négligez vos enfants, si vous vous disputez avec lui, ou si vous refusez d'avoir un rapport sexuel avec lui. » Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a plus de 55% des femmes, donc plus d'une Cambodgienne sur 2, qui répond oui à cette question. Donc plus d'une femme cambodgienne sur 2 considère qu'il est légitime d'être battue par son mari dans certaines conditions. Toujours dans la même étude, ils ont montré que plus de 10% des filles interrogées entre 15 et 24 ans subissaient actuellement, donc au moment de l'étude, des violences domestiques. Donc là, je m'écarte un petit peu de mon sujet sur le fœtus, mais je voulais vous parler de cette violence car elle touche les femmes sur lesquelles je travaille, mais aussi parce qu'elle a largement dépassé ce à quoi je m'attendais avec les nombreuses lectures que j'avais faites. Je pense que cette violence est en partie taboue aujourd'hui au Cambodge, et ce pour 2 raisons. D'abord parce que le peuple khmer sort d'un génocide terrible qui a décimé plus d'un tiers de sa population. Chaque Cambodgien aujourd'hui a une histoire en rapport avec les Pol Pot, comme ils disent,
Et le peuple cambodgien est donc plus une population qu'il est politiquement correct de plaindre que de montrer du doigt pour sa violence dans les familles. Deuxièmement, je pense que reconnaître cette violence au Cambodge, c'est reconnaître qu'il existe toujours une violence latente dans ce pays qui risque éventuellement de ressurgir et de refaire basculer le pays dans la guerre alors qu'il vient juste d'en sortir. Donc vous l'aurez remarqué, c'est un sujet qui me tient à cœur et que je vais essayer de développer dans une prochaine recherche. La place du rêve dans la conception. Quand je parle du rêve, c'est à cheval entre la culture et la religion, puisque comme vous le savez, la reine Maria avait rêvé d'un éléphant au moment de la conception de Bouddha, donc de Siddhartha. La place du rêve est très importante dans l'acceptation de la grossesse chez les Cambodgiennes. Je demande à une femme, croyez-vous en la réincarnation de l'âme? Oui, je crois. Ma fille, par exemple, c'est la réincarnation de mon beau-père. Mais comment est-ce que vous le savez? Par le rêve. Et quand est-ce que vous avez fait le rêve? Environ un mois avant la fécondation. Et vous faites un rêve pour chaque grossesse? Ça dépend, pas pour toutes les grossesses. Mais il y avait une grossesse où j'ai fait un rêve et il y avait 2 petites filles qui me demandaient d'habiter dans mon ventre. Et après, j'ai donné naissance à 2 jumelles. Mais dans mon rêve, j'avais pas donné l'accord. J'ai bien précisé que j'étais pauvre et que je n'acceptais plus de grossesse. Et les petites filles m'ont dit, je sais que vous êtes pauvre, mais je vous aime. Je demande juste à être dans votre ventre. Ça suffit pour moi. Et après le ventre, je vais quitter. Et j'ai donné naissance aux 2 jumelles. Une des sœurs est restée vivante et l'autre est morte une semaine après. J'ai étudié aussi les interdits pendant la grossesse, pour savoir s'ils avaient pour but de protéger le fœtus. Donc là, je parle d'interdits traditionnels et pas d'interdits médicaux. Les principaux interdits sont de ne pas lever les bras trop haut, de ne pas manger en marchant, de ne pas se laver la nuit et de ne pas s'asseoir sur un escalier. C'est ce qui ressort principalement. Et j'interroge un gynécologue obstétricien qui me donne une explication très rationnelle de ces interdits traditionnels. Alors, je lui demande, y a-t-il des interdits pendant la grossesse pour la femme enceinte? Avant, on disait qu'on ne pouvait pas se laver la nuit. C'est interdit de prendre une douche. Je lui demande, mais pourquoi? Parce que les femmes pensent que si elles se douchent la nuit, elles vont avoir un gros enfant. Mais elles ne peuvent pas non plus s'asseoir sur l'escalier. C'est pas bon pour la femme enceinte. Mais ce que je pense, moi, pourquoi c'est interdit d'aller prendre la douche la nuit? C'est parce qu'avant, quand la femme voulait prendre la douche, il n'y avait pas de salle de bain pour se laver. Elle devait aller au lac pour prendre sa douche. Il n'y avait pas de lumière. Et donc, elle risquait de tomber. Et pourquoi on lui interdit de prendre la douche la nuit? Eh bien, pour se protéger. Et pourquoi c'est interdit de s'asseoir sur un escalier? C'est quand même pas un risque de tomber, l'escalier? Concernant les rapports sexuels pendant la grossesse, les réponses sont très hétérogènes. Mais il semblerait qu'elles vont plus dans le sens de l'envie ou non de la femme d'avoir des rapports que de normes traditionnelles comme dans certaines populations. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, on retrouve certaines ethnies où il est obligatoire d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse, puisque c'est le sperme de l'homme qui nourrit le fœtus et qui permet au fœtus de se développer. Donc ici, j'ai vraiment rien retrouvé comme ça. Donc au Cambodge, tout se passe comme si les conduites sexuelles pendant la grossesse étaient dictées plutôt individuellement. J'ai d'ailleurs le témoignage de 2 médecins complètement contradictoires. Le premier qui me dit, pour les grossesses débutantes, si la femme a des rapports sexuels, elle va avoir une menace d'accouchement prématuré ou une fausse couche. Chez nous, les rapports sexuels, c'est possible, mais c'est déconseillé. Si tu peux t'abstenir, c'est bien. C'est ce qu'elle dit à ses patientes. Et l'autre médecin, je lui pose la même question, elle me dit « Bien sûr, j'autorise, sinon son mari va aller chercher d'autres femmes. » Et j'ai retrouvé la même hétérogénéité dans les villages auprès des femmes. Donc, toutes mes enquêtées, et sans eux, parce qu'il y avait des hommes aussi, disent être bouddhistes et aller à la pagode. Je les ai tous interrogés, est-ce que le bouddhisme autorise la contraception, autorise l'avortement? Et on peut dire qu'en gros, les réponses sont très hétérogènes et ils ne sont pas vraiment au courant des préceptes concernant la religion, mais que de toute façon, ces préceptes ont peu d'influence sur leur comportement et leur prise de décision. Alors, j'ai fait dessiner les femmes et les hommes que j'ai interrogés, ainsi que les petites filles. Je leur ai demandé, je leur donnais une consigne très claire, je leur disais, est-ce que vous pouvez me dessiner un utérus avec un fœtus et un placenta? Il est ressorti de façon unanime en milieu rural des formes floues, alors que dans les écoles avec les jeunes filles, il y avait des images quand même beaucoup plus nettes.
Et alors ce qui est très intéressant pour moi comme étude, c'est que j'interroge les mères de ces petites filles. Donc ça supprime quand même pas mal de biais parce que c'est vraiment dans le même village, il y a la mère et la fille. Voilà, donc c'est des femmes qui ont eu beaucoup d'enfants et malgré ça, elles n'arrivent pas à s'imaginer. Et d'ailleurs, il y en a même qui ont refusé de dessiner en disant oui, je peux dessiner, mais je peux même pas me représenter ou m'imaginer comment c'est. Alors c'est des femmes qui ont eu 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Donc ça montre deux choses. Déjà, qu'en milieu rural, les femmes ont une image très floue et très peu précise du fœtus. Et deuxièmement, ça montre de façon vraiment impressionnante le rôle de l'éducation sur les enfants. Concernant les morts fétales in utero, quand les familles récupèrent les corps, les familles enterrent le corps de la même façon qu'un humain. Alors que moi je pensais que peut-être que le fait qu'il n'ait pas vécu, il serait enterré de façon un peu moins importante qu'un enfant qui a vécu ou qu'un être humain, ou qu'un homme, pardon. Alors non, en général on me disait, il y a certaines personnes qui brûlent, certaines personnes qui enterrent, et ça dépendait des villages. Et donc soit ils sont enterrés dans le jardin, soit incinérés, soit il y avait des cérémonies avec des bonzes dans les pagodes. Il n'y avait pas d'obligation et rien de systématique. Donc j'interroge un bonze. Quand un fœtus meurt dans le ventre de la maman, que fait-on avec le corps ? Il me répond, il n'y a pas de règle précise, le bouddhisme ne recommande rien précisément, et il n'y a pas de règle dictée par le bouddhisme. La rumeur du Kunklok. Alors, ça c'est assez intéressant. Kunklok, ça veut dire littéralement l'enfant grillé, l'enfant fumé. Ça c'est quelque chose que j'avais lu dans la littérature, mais je ne pensais pas que ça existait encore actuellement au Cambodge. Donc, la rumeur concerne la pratique suivante. Un homme s'empare du fœtus de sa femme, enceinte de leur premier enfant, en l'éventrant, et en fait une amulette protectrice du nom de Kunklok. Une fois l'acte commis, l'homme fait griller le fœtus, technique de momification, souvent accompagnée d'offrandes. Puis il le présente à un moine ayant des compétences de magie qui confère ses pouvoirs protecteurs au fœtus. L'homme le dispose chez lui, sur un autel, et il le nourrit régulièrement par des offrandes, ou alors il le porte sur lui afin de le protéger. Une deuxième version de cette rumeur dit que le fœtus peut être récupéré après un avortement, mais que le fœtus aura moins de pouvoir que s'il est extrait de la femme en l'éventrant. D'après mes recherches bibliographiques, je pensais que cette rumeur était peu connue par les Cambodgiens et qu'elle était un peu oubliée. Eh bien pas du tout, car sur le terrain, à chaque fois que j'ai posé la question, les Cambodgiens étaient tous au courant et me racontaient tous des histoires de Kunklok qu'ils connaissaient autour d'eux. Donc un médecin me raconte, oui, je connais, j'ai entendu dire, c'est le fœtus de 3 mois par exemple. Quand on fait un avortement, on prend ce truc sur le feu et après on l'entoure avec du tissu et on le garde sur nous tout le temps pour se protéger. Et on pense que ce fœtus-là, quand il y a quelque chose, il nous prévient. Par exemple, si tu vas avoir un accident dans quelques heures ou jours, il va nous le dire. Et je lui demande, mais tu as déjà vu un Kunklok ? Non, j'ai entendu mais jamais vu. Et est-ce que des femmes t'ont demandé de récupérer le produit de l'avortement ou le mari ? Non. Mais est-ce que tu penses que ça existe encore ? Oui, je pense que ça existe encore, car je connais des gens qui croient à ça. C'est pas juste un avortement. Parfois, ils ouvrent le ventre pour prendre. Je pense que ça existe encore, mais pas ici, plus loin que Phnom Penh. Une femme khmer. Oui, mais ça, c'est des petits fœtus. Et on croit que s'il y en a 3, l'âme des 3 bébés criés peuvent nous prévenir de ce qui va se passer. Par exemple, si demain il y a un accident, l'âme du bébé va venir dans ton rêve et il va te dire « Il ne faut pas passer par ce chemin-là, demain, ou il ne faut pas voir cette personne qui est très dangereuse. » Et comment on a les fœtus ? On tue la maman dans la forêt. J'ai entendu dire ça il y a quelques années. Et si on veut que le fœtus soit efficace et qu'il ait beaucoup de pouvoir, il faut tuer la femme enceinte. Elle est vivante, on la tue et on prend le bébé. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous, le port du bonnet. Je pense que vous avez tous vu ça. Donc, le bonnet est porté quasi unanimement et pendant plusieurs mois après l'accouchement. Donc, même à l'hôpital Calmette, qui est plutôt un endroit où les femmes sont plutôt un peu plus éduquées que la population générale ou un peu plus de moyens et vivent en ville, sur 25 femmes que je vois ensuite de couche, il y en a 24 qui le portent. Il ne s'agit pas seulement de porter le bonnet, nous on voit surtout le
bonnet, mais en fait, elles ont aussi du coton dans les oreilles, des chaussettes et des gants. Et les explications vont toutes dans le même sens, disent toutes la même chose. Je demande à une femme, est-ce que vous avez porté le bonnet après l'accouchement? Oui, entre 3 et 6 mois. Ah bon, et à quoi ça sert le bonnet? C'est pour ne pas avoir de vertige, pas avoir de maux de tête et ne pas laisser entrer l'air par les oreilles. Ah bon, mais pourquoi pas d'air dans les oreilles? Si on a de l'air dans les oreilles, on a mal à la tête quand on devient vieille. Il s'agit de se protéger des céphalées dans le futur. Et d'ailleurs, une enquêtée que je rencontre se plaint de céphalées et me dit que c'est certainement parce qu'elle n'a pas assez porté de bonnet quand elle avait accouché de ses enfants. Donc le port du bonnet pourrait être interprété anthropologiquement comme une adaptation moderne du grillage des femmes sur le feu. C'est la même idée de besoin de chaleur pour le corps qui a perdu beaucoup de sang, qui est considéré comme chaud par les Cambodgiens. Alors, j'ai terminé et en guise de conclusion, je voudrais finir par un dernier entretien qui se mêle différents points abordés, à savoir l'accès libre et dangereux aux produits contraceptifs et abortifs, les violences conjugales, les croyances traditionnelles et les croyances religieuses, notamment le karma. Alors, une femme me raconte son avortement. Donc, j'ai avorté et c'était une grossesse de 4 mois. J'ai pris des médicaments qui coûtaient $10. Quand j'ai pris la pilule, ça saignait. Mais comme ça ne saignait pas assez, ça a saigné encore 2 jours après. Je lui demande, alors ça a marché? Oui, c'est sorti, mais j'ai eu vraiment beaucoup de reproches. Pourquoi tu fais un avortement à 4 mois? Mais qui vous a fait des reproches? Les villageois, les voisins. Mais vous étiez seule chez vous quand le bébé est sorti? Oui, je suis restée chez moi toute seule. Puis j'ai demandé aux voisines de m'accompagner à l'hôpital, car j'avais très très mal et je saignais beaucoup. Les personnes me disaient que ça saignait trop, ça faisait plus d'1 semaine, et qu'il fallait aller à l'hôpital. Et donc c'est le médecin qui a fini l'avortement. Et lui aussi il m'a reproché d'avoir pris ce médicament à 4 mois. Mais c'était quoi ce médicament? J'ai oublié. J'ai demandé à quelqu'un de l'acheter à ma place, je ne sais pas. Et puis j'ai menti à cette personne qui me l'a acheté, je lui ai dit que j'étais seulement enceinte de 2 mois. Et c'était quand ça? C'était il y a 5 mois. Et maintenant, vous prenez une contraception? Je l'utilise, mais c'est pas régulier, car quand je suis en colère avec mon mari, j'ai plus d'énergie et je ne prends pas la pilule. Et maintenant, je n'ai plus de règles depuis 3 mois et j'ai peur. Et vous avez mal au sein? Oui. Et vous avez des rapports sexuels avec votre mari? Oui. Mais comme je n'ai pas pris la contraception et que j'ai des rapports sexuels, je demande à mon mari de jeter les spermatozoïdes à l'extérieur du vagin. Mais je sais que c'est dangereux, donc j'ai peur. Et je ne veux pas trop prendre de médicaments de contraception car j'ai peur d'avoir une crise cardiaque. Mais qui vous a donné la pilule? C'était un docteur qui vous l'a prescrite? Non, c'est moi qui l'ai achetée moi-même. Je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas aller voir le docteur. Et est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes sont égalitaires au Cambodge? Elle se met à pleurer et me répond. Ce sont les hommes qui dominent la famille. Quand mon mari boit beaucoup, il injure les enfants. Je lui demande de ne pas parler comme ça aux filles. Je lui explique plusieurs fois, mais il ne comprend pas et il continue. Il est mototaxien. Il injurie beaucoup les enfants, et quelquefois moi. Et ma fille demande le divorce. Elle ne veut plus un papa comme ça. Et la maman et je lui dis, mais non ma chérie, je ne peux pas divorcer, parce que je crois au karma. Dans la vie précédente, peut-être que j'ai fait des bêtises à cet homme, et donc dans la vie actuelle, il faut peut-être que cet homme se venge sur moi. Et cette nuit, je me suis échappée chez une voisine. Mon mari m'a beaucoup cherchée, car il a eu peur que je me suicide. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il est un peu tard, hein, j'ai pris beaucoup de temps. Alors, tous les nouveau-nés ont le bonnet, et ça c'est effectivement qui faisait chaud. Et les moufles, c'est plutôt pour pas se griffer. Se griffer. Il n'y a pas cette idée de... En fait, la femme, c'est parce qu'elle a surtout saigné, donc c'est de la chaleur qui est sortie qu'il faut garder de la chaleur maintenant et la réchauffer. En lien avec la circulation du sang.
Non, j'ai pas du tout entendu ça. C'est pas ressorti, mais puisque je l'avais pas lu dans la littérature, j'ai pas axé mes questions là-dessus. Mais c'est vrai que parfois il y a des choses qui venaient alors que j'avais pas posé de questions, et ça c'est pas du tout venu. Alors les piments, c'est ressorti, mais non, il n'y en a pas d'autres qui sont ressortis. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais, moi je leur demandais vraiment quels sont les interdits pendant la grossesse, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, et il y a les 4 que j'ai cités qui sont revenus quasiment tout le temps, et il n'y en a pas d'autres. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Eh bien, étonnamment, elle reste assez longtemps. Alors, il faut savoir que 95% des femmes ont une épisiotomie et qu'on suture avec du fil résorbable, mais qu'à J6, donc 6 jours après l'accouchement, on enlève les fils. Oui. C'est probable. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais c'est une hypothèse. Et la majorité des femmes, du coup, restent jusqu'à G6, alors qu'on pourrait penser qu'elles veuillent partir très vite pour moins payer, parce qu'en fait, il y a un forfait pour l'accouchement, et après, chaque jour d'hospitalisation est payant. Donc on pourrait se dire qu'elles veulent partir vite, et en fait, non. Ouais. C'est sûr qu'en campagne, la campagne, c'est pas du tout. Alors ça va de autour de $100 pour la chambre super VIP, et le moins cher, c'est $7 par jour, une salle où elles sont 20 femmes, une salle commune. L'accouchement par voie basse, sans complications, c'est $60. Ventouse, 75. Césarienne, 250. Oui. En tout cas, à l'hôpital Calmette que j'ai vu, là, donc, je relève toutes les stats. Donc, vu qu'il y a 10 000 accouchements par an à peu près, là j'en suis à 3 000 accouchements recensés, il y a à peu près 30% de césariennes. Ce qui est énorme et ce qui est très étonnant parce que... Eh ben, si. Et justement, moi je m'y attendais pas parce qu'en Afrique, il n'y a quasiment aucune césarienne parce que les gens ne peuvent pas payer. Donc je pensais retrouver la même chose ici. Ah, je pense que s'il y a une césarienne, ils payent. Ils n'ont pas le choix. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Tous les matins au staff, ils sont contents de dire qu'il y en a un ou deux, mais ça ne représente vraiment pas grand-chose. Non, pas du tout. C'est vraiment un milieu de femmes. Donc c'est une accompagnante, donc soit une mère, soit une sœur, mais quasiment toujours quelqu'un de plus âgé avec la femme. Mais même la maternité ici, c'est vraiment un milieu de femmes. Alors, toujours la comparaison avec l'Afrique, où il n'y a pas beaucoup de femmes médecins parce que peu de femmes accèdent à ce niveau très supérieur au niveau des études, où il n'y avait que des gynéco-hommes. Là, le staff, il n'y a que des gynéco-obstétriciennes femmes. Et donc c'est vraiment étonnant de voir autour de la table quasiment que des femmes, et les femmes n'aiment pas voir des gynécologues hommes, c'est vraiment un milieu de femmes. Maintenant, ça ne veut pas dire que le père n'est pas investi, parce que par exemple ce matin j'étais toute la matinée en néonate avec des petits prémas, et il y avait beaucoup de pères qui venaient voir leur bébé, qui les câlinaient, qui les embrassaient, et ensuite de couche, pareil, en fait le lendemain de l'accouchement il y a la visite pédiatrique, et c'est que des pères qui viennent avec leur bébé, et je leur demande pourquoi, parce que la femme ne peut pas marcher, alors qu'en fait elles se lèvent, elles peuvent très bien marcher, mais ça c'est vraiment le rôle du père, et c'est le père qui vient avec son bébé et qui vient faire l'examen clinique, donc ils n'assistent pas à l'accouchement, c'est une forme de tabou, c'est un peu secret, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas impliqués auprès de leur bébé. Honnêtement, peu, mais j'ai pas axé mes entretiens là-dessus. J'en ai plutôt parlé lors des focus group, et honnêtement, ils sont partiellement au courant, et souvent quand ils sont au courant, avec des croyances assez fausses. C'est-à-dire que quand ils disent qu'ils connaissent la pilule, ils vont pas savoir comment l'utiliser, ou le préservatif pareil. Alors je leur ai pas demandé dans le détail comment elles savaient l'utiliser, comment ça se passait, mais je leur ai toutes demandé, est-ce que si vous aviez un rapport sexuel demain, vous utiliseriez une contraception? Elles m'ont toutes dit oui, et elles m'ont toutes cité préservatif ou pilule.
Mais je ne suis pas allée dans le détail. Là, ouais, les jeunes adolescentes en ont pas parlé et je pense que ça concerne plutôt les femmes qui ont accouché d'un certain âge. Et puis tu sais, souvent tu as une aménorrhée pendant 3 mois avec l'injection. Donc je pense qu'autant une femme d'un certain âge, c'est moins gênant, autant une petite fille. Ah oui, et il y a aussi des problèmes osseux. Il ne faut pas que ce soit pendant la croissance. Donc de toute façon, c'est contre-indiqué chez les adolescents. Non. Alors ça, c'est très étonnant aussi. Alors, on peut dire que, oui, quasiment 100% allaitent, mais c'est quasiment tout un allaitement mixte. Donc quand tu vas dans leur chambre en suite de couche, toutes dans leur chambre, elles ont un pot de lait artificiel et elles donnent le biberon. Et tu sais, pendant les premières 24 heures, tu n'as pas vraiment de lait, tu as ce qu'on appelle du colostrum, qui est en faible quantité mais qui est très riche. Donc nous, en France, on sait que ça suffit au bébé. Et ici, en fait, elles pensent qu'elles n'ont pas de lait et que du coup, elles doivent donner du lait artificiel. Et ça m'a même étonnée parce que quand j'ai fait la visite pédiatrique, donc avec un pédiatre qui par ailleurs connaissait plein de choses et qui m'a impressionnée sur d'autres points, il y avait des bébés qui desquamaient, donc il y avait la peau sèche. Donc nous, en France, j'allais dire on sait, en tout cas on apprend que c'est des bébés qui sont post-terme, qui ont la peau qui pèle. Et en fait, il me posait plein de questions parce qu'il pensait que j'étais étudiante sage-femme. Et donc il me dit, vous savez pourquoi les bébés ont la peau qui pèle? Donc je dis oui, parce qu'il est post-terme. Non, pas du tout. C'est parce que la maman n'a pas de lait les premières 24 heures. Donc puisqu'il n'est pas nourri, eh ben, il a la peau qui pèle. Donc il y a vraiment cette croyance que tu n'as pas de lait au départ et qu'il faut compléter avec du lait artificiel. Donc le bébé n'est pas beaucoup mieux sain. Donc tu n'as pas une bonne montée laiteuse. Donc je pense que l'allaitement est un peu bancal. Oui, oui. Pour avoir une montée de lait, c'est pas évident, quoi. Donc j'ai pas étudié l'allaitement maternel en détail, mais à mon avis, il y aurait de quoi étudier et ça doit être très intéressant. Moi aussi, hein. Franchement, moi, en préparation à l'accouchement, j'ai toujours fait dessiner les femmes enceintes. Comment est-ce que vous visualisez votre enfant à l'intérieur de vous? Je n'ai jamais vu ça. Et donc, ça, c'est une petite qui a des cours d'anatomie, qui a déjà vu des accouchements. Alors, en fait, il y a Sophie App. Du cordon, mais particulièrement. Non, et tu sais ce qu'elle m'a dit, cette petite fille? Elle m'a dit, je lui dis, mais il a quel âge ton bébé? 9 mois parce qu'il a la tête en bas. Donc, en fait, Sophie App, qui est à droite, fait des cours de santé de la reproduction à Apichandara, toutes à l'école. Et donc c'est elle qui leur a parlé de la grossesse, de l'utérus, des trompes, des ovaires. Mais moi je leur ai pas fait du tout de rappel avant, tu vois, c'était vraiment comme ça du but en blanc. Est-ce que vous pouvez me dessiner? Et moi aussi j'ai été vraiment scotchée. Ah non, c'est unanime. J'ai 95% des filles m'ont fait des dessins comme ça. Non mais après, alors oui, peut-être des posters, certainement même, mais elles m'ont pas fait toutes le même dessin. C'est-à-dire que tu en as d'autres qui m'ont dessiné une femme en entier, avec la ligne là, et un tout petit bébé, et elles me disent parce que c'est 3 mois. Et elles me font vraiment le bébé bien dessiné. Donc c'est pas comme si c'était une seule image qu'elles avaient vue et qu'elles me retranscrivaient. Tu vois, c'est toutes elles m'ont fait un dessin superbe. J'ai pas pu vous en mettre plein parce que je trouvais ça un peu compliqué, mais c'était super. Alors j'ai pas les derniers chiffres. Sophie, tu les as? En quoi? En 2012? Il y a eu une grande baisse d'un coup et c'est assez classique. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de temps pour passer de 800 à 600 à 400, mais ensuite c'est tout un ensemble de facteurs qui se mettent en place les uns en même temps que les autres qui font qu'il y a une chute brutale. Il y a l'amélioration des routes, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites sur l'obstétrique d'urgence, l'anténatale, il y a de sages-femmes formées, c'est très long à se mettre en place et puis tout d'un coup ça se développe. Mais ça reste quand même
un mauvais chiffre par rapport au niveau mondial et par rapport au niveau régional. Donc là, ils mettent. Mais ça doit jouer beaucoup aussi. Hein. Est-ce que les jeunes qui font des dirigés de ces olympiques qui sont reconnus en Cambodge pour être reliés, c'est pareil? Je dirais que c'est comparable au métier d'enseignant à peu près, non? Je pense. À Phnom si je me souviens bien, ils étaient payés $80 par mois. Mais ça, c'est le salaire officiel. Après, il y a tout ce qui est sous la table, parce qu'il y a beaucoup sur le pays. Ouais. Bon, je vais vous libérer parce qu'il est tard. Hein. Merci pour votre attention.